co-auteur du projet, le professeur Feynman, prix Nobel de physique. Richard Feynman a été l'une de mes plus grandes inspirations, lorsqu'à l'université, j'ai fait connaissance avec l'atomistique. C'est par ses livres de mécanique quantique et sa personnalité si brillante et drôle que j'ai eu l'envie de devenir physicienne. Plus tard, j'ai découvert ses livres plus populaires comme Surely You're Joking, Mr. Feynman, qui concentre ses anecdotes scientifiques, mais aussi ses blagues, auxquelles je fais encore référence aujourd'hui, maintenant qu'à mon tour, j'enseigne à l'université. Sur les photos d'archives, un scientifique ou un technicien pose toujours à côté du Mark I, pour mettre en évidence sa taille gigantesque comparée au frêle Homo sapiens. L'homme si petit face à la machine. À l'époque, c'était une fierté. Dire qu'aujourd'hui, nos ordinateurs portables, que nous voulons toujours plus petits et légers, sont bien plus puissants. Le Mark I a été désassemblé en 1959. Seules ses parties principales sont exposées aujourd'hui, mais peu importe. J'en rêve depuis plus de 10 ans, et je veux le voir. Me voilà arrivé à la station Harvard. À quelques mètres seulement se dressent 2 grandes portes en fer forgé, portant la lettre H. Pour la première fois, j'entre dans l'enceinte historique de l'université de Harvard, qu'on nomme aussi le Yard. Au milieu des immeubles de briques et de pierre, je m'offre la liberté, loin du regard des jardiniers, de traverser les carrés de pelouse si bien entretenus. Une sorte de rébellion dans cette enceinte imposante où sont passés Bill Gates, Michelle et Barack Obama, Sheryl Sandberg, Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, ou mon autre idole, Conan O'Brien. Je m'efforce de conserver une sorte de nonchalance pour cacher mon excitation presque enfantine. Certains esprits chagrins pourraient prendre cela pour une naïveté juvénile, et qui pour moi est un vrai atout, celui qui me permet d'aborder chaque étape avec confiance. Voilà qui explique d'ailleurs sûrement que je me sois toujours sentie chez moi aux États-Unis et à l'aise avec les Américains. Leur optimisme à toute épreuve m'était forcément familier. Éblouissement permanent qui empêche d'être blasé et pousse à découvrir de nouveaux mondes en permanence. Je me dirige vers le très moderne Science Center, prête pour cette rencontre du 5e type. Sur le chemin, j'imagine déjà les étoiles qui vont briller dans mes yeux. Mon anticipation peut sembler exagérée, mais c'est comme voir pour la première fois la skyline de New York ou la tour Eiffel. C'est magique. À mon grand regret, cette machine et son histoire sont encore trop peu connues du grand public, alors que tant de choses sont liées à Mark I. Les premiers langages informatiques, la naissance du mot bug, le développement de la bombe atomique aussi, avec ses conséquences tragiques. Je pousse les portes du Science Center et rejoins l'étage où m'attend Mark I. Je m'avance, prudente mais déterminée, au milieu des touristes qui sont eux aussi venus voir la bête. Et là, le choc. Je ne ressens rien. C'est un petit drame existentiel qui, sans en avoir l'air, aurait pu avoir des conséquences rédhibitoires sur la suite de ma carrière. Une profonde déception esthétique, comme une passion épistolaire où le charme se romprait à la première seconde de la rencontre réelle. Bien sûr, l'engin est impressionnant, mais il ne dégage aucune beauté, avec son gris triste et ses lignes grossières. Je suis d'une génération qui utilise des ordinateurs au design raffiné, de couleurs blanches, roses ou dorées, et à l'ergonomie rigoureusement étudiée. À quoi donc pouvais-je m'attendre ? Les ingénieurs du Mark I n'avaient d'autre but que de bâtir une machine fonctionnelle. J'insiste. Je fais le tour de l'engin. Je cherche désespérément un coin de beauté, une couleur, un angle intéressant, quelque chose qui m'émeuve. Mais toujours rien. Le néant complet. Les seules étoiles dans mes yeux proviennent des flashs des appareils photo des touristes qui s'agitent autour de moi et qui, eux, semblent exaltés. C'est alors que l'évidence me frappe. En cet automne 2011, 10 ans après ma découverte des algorithmes, je ne suis plus une touriste. J'appartiens au monde de Mark I désormais. Je suis une de ces scientifiques qui tentent de faire avancer la connaissance du monde. Avec d'autres, car la science est toujours une aventure collective, j'ai développé un algorithme de morphologie mathématique pour modéliser et simuler la forme des particules de carbone dans les caoutchoucs afin de mieux comprendre les ressorts de leur élasticité. Pendant 2 ans, j'ai utilisé ces mêmes simulations numériques pour améliorer la technique de génération d'un muscle cardiaque in vitro, technique qui vaincra peut-être un jour les rejets de greffe du cœur. À ma toute petite échelle,
je suis aussi l'une des héritières de ces pionniers du Mark I. Alors, je ferme les yeux et j'imagine l'ordinateur en fonctionnement, avec des lumières clignotantes qui auraient sans doute contribué à sa beauté. L'imaginaire prend le pas sur l'esthétique. Et maintenant, enfin, l'émotion me rattrape. Je me figure Grasshopper, assise près de Mark I, avec son cahier de laboratoire, traquant les résultats de calcul, mais aussi le moindre défaut dans le fonctionnement de la machine. Comment ne pas l'imaginer, écrivant pour la toute première fois dans son cahier le mot « bug », loin d'imaginer que 60 ans plus tard, le monde entier l'emploierait. Je connais l'histoire de ce bug. Le 9 septembre 1945, un insecte, bug en anglais, s'immisce accidentellement dans la machine, ce qui entraîne inévitablement un dysfonctionnement du Mark II, la deuxième version du Mark I, faussant les résultats de calcul. Aujourd'hui, nous parlons de bug pour évoquer un mauvais résultat, une incohérence dans la séquence logique des étapes de calcul, sans qu'une erreur syntaxique ou grammaticale du code informatique soit en cause. Merci Grace d'avoir mis un nom sur ce vilain défaut d'implémentation. Il nous fait régulièrement tourner en bourrique, et nous vaut de passer des heures, parfois des jours, à chercher la cause d'une erreur incompréhensible, puis d'autres heures encore à la réparer. Nous identifions un bug la plupart du temps à l'issue d'un calcul, alors que le code tourne, pourtant correctement sur la machine. Il arrive de détecter des bugs sur des codes de calcul qui ont été écrits il y a plus d'une décennie. Cela m'est arrivé, et c'est normal. D'autres plus tard trouveront sans doute des bugs dans des codes que j'ai pu écrire. Ainsi va l'informatique. De Mark I à aujourd'hui, il s'est passé tant de choses, et il s'en passera encore de nombreuses d'ici à l'ordinateur quantique qu'on annonce pour après-demain. Me mettre un instant à la place de Grasshopper, en cet été 2011, a finalement conforté ma motivation à continuer dans cette voie. Cela dit, je me souviens de m'être dit qu'il était plutôt rassurant de ne pas pouvoir voyager dans le temps. Sait-on jamais, j'aurais pu être déçu en assistant à un exposé d'algèbre du mathématicien Al-Khwarizmi ou à une leçon de logique d'Euclide, notre maître à tous. Mon imagination et ma curiosité pourraient me jouer des tours. Et voilà que quelques années plus tard, Gaspard Koenig me propose de voyager dans le mien, de temps, pour revisiter mon parcours. Une scientifique au pays des algorithmes. Voici comment Gaspard m'a présenté l'idée de ce livre. Inviter les lecteurs à un voyage au cœur des équations mathématiques et des lignes de code. Une vraie gageure. Le pays des algorithmes n'est pas encore la destination préférée des Français, mais il me semblait nécessaire de changer cette tendance. Et Gaspard était déterminé à m'aider à réparer cette injustice. Ce titre m'évoquait aussi quelque chose de très personnel. Comment ne pas penser à Lewis Carroll et à Alice au pays des merveilles? À 36 ans, je ne suis toujours pas certaine de savoir ce qui m'a plu quand j'étais enfant à la lecture de ce livre, et de la suite de l'autre côté du miroir. Sans doute était-ce la curiosité maladive d'Alice dans laquelle je me retrouvais. Combien de fois ai-je pu entendre cette phrase « La curiosité est un vilain défaut », alors qu'elle est, me semble-t-il, une arme pour découvrir les territoires encore inexplorés de ma propre vie. Ma curiosité a toujours été dévorante. Mes grands-parents l'ont intelligemment cultivée au cours de mon enfance. Plus tard, je veux croire qu'elle a eu une influence positive sur mon parcours, sur mes multiples expériences et sur les personnes très différentes qui m'ont accompagnée et m'entourent encore aujourd'hui. Cette curiosité m'a aussi amenée à me confronter à des échecs, et tant mieux. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. J'aime cet état d'esprit et ma curiosité m'aide à grandir comme Alice. Lewis Carroll décrivait Alice comme extravagamment curieuse. Cette curiosité est celle que nous, scientifiques, développons dans nos carrières. Savoir poser et se poser les bonnes questions. Remettre en cause ses idées et celles d'autrui. Ou tout simplement s'évader dans un problème dont la solution n'existe peut-être pas. Naviguer dans le monde des algorithmes et de la modélisation numérique est pour moi un cadeau. Celui de comprendre, par la virtualisation des phénomènes, les mécanismes de la vie, de tout système d'ailleurs, vivant ou inerte. Écrire un algorithme, c'est dessiner un chemin de résolution pour un problème donné, une manière d'accéder rapidement et avec justesse, ou à une erreur près, à la réponse recherchée. J'ai expérimenté cette discipline dans de nombreux domaines. L'ingénierie, la médecine, l'éducation, le journalisme, l'économie, la finance. Autant d'univers différents
qui ajoute une dimension nouvelle à la seule logique. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.